Bonsoir, bienvenue sur la Libre Antenne, comme tous les soirs, 21h minuit sur metatv.org, c'est la saison 2. Ce soir, on est avec Frédéric Mariez. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Tepa. Donc bonsoir évidemment à tous les métanautes connectés, Métalol, JBL, Inculte Dissident, Mo Orpheus, Giorgio, Plumeau, Aldo Lenzano, Bilou, Sherwan, Alios, Sefi, Titou, Engbrad, Milanou, etc. Bonjour à vous. Donc ce soir, on va parler matriarcat, on va parler on va dire de la refonte de la famille. Tout à fait. Donc c'est des sujets, on va dire, qui nous concernent un peu tous. Alors on va commencer peut-être par te présenter parce que évidemment les gens ne te connaissent pas. Il y en a certains depuis l'annonce qui ont été voir sur le site internet, mais il faut qu'on présente un peu déjà toi qui tu es et le projet évidemment que tu portes. Alors, je m'appelle Frédéric Mariez, j'ai 34 ans et je suis de fait anthropologue autodidacte. Donc je n'ai pas fait de formation, voilà. Donc le mouvement matricien, c'est une plateforme, c'est un peu le Wikipédia du matriarcat. Donc c'est de l'anthropologie, de la sociologie, de l'ethnologie, de l'histoire du droit, de la mythologie comparée, donc toutes les sciences humaines, et une étude de ce qu'on appelle le patriarcat. Et le but c'est d'étudier les phénomènes de société actuels relatifs au sexe, à la famille et à la religion. Et le sujet principal, l'inquiétude principale du mouvement matricien, c'est la disparition de la famille et une société de plus en plus individualisée et la chute démographique dans la société européenne, enfin dans les sociétés occidentales. Donc expliquer, bien diagnostiquer et proposer des solutions. Donc voilà, les solutions qu'on propose, c'est le fameux projet Prométhée qu'on expliquera tout à l'heure. On expliquera, d'accord. Donc parce que le matriarcat, alors évidemment, pour entrer direct, on va dire, dans le vif du sujet, il y a pas mal de gens qui ont interprété ça, mais on va dire de premier abord, c'est quoi? C'est basculer le pouvoir aux femmes. Or toi tu me dis, mais pas du tout, c'est complètement différent. Donc il faudrait bien expliquer ce que c'est. Qu'est-ce que le matriarcat? Donc le matriarcat, c'est bon, ça marche? Ouais, ça marche, t'inquiète pas, ça marche. Okay. Donc alors, il y a un énorme quiproquo sur le terme matriarcat qui a été volontairement entretenu par l'anthropologie actuelle. L'anthropologie actuelle est ce que j'appelle le néo-féminisme gauchiste LGBT. Donc le matriarcat n'a jamais signifié pouvoir aux femmes. Étymologiquement, ça voudrait plutôt dire l'ordre maternel, l'ordre social fondé sur le droit des mères. En fait, on pourrait résumer le mot matriarcat par droit des mères et le patriarcat par droit des pères. Donc le matriarcat, pour être exact, c'est ça serait d'abord de dire à qui revient l'enfant. Oui. L'enfant revient à la mère ou l'enfant revient au père. Donc je suis un petit peu intimidé. Donc voilà, donc le matriarcat, qu'est-ce que c'est? Donc c'est avant tout une question d'autorité parentale. Dans les sociétés matriarcales, l'enfant revient à la mère. Dans les sociétés patriarcales, l'enfant revient au père. Ensuite, c'est une question de propriété. Donc, ce sont que des questions juridiques. Donc, la propriété sur l'enfant, d'une part, mais aussi la propriété sur les maisons, sur les terres, sur les richesses. Dans le matriarcat, ça revient à la mère. Dans le patriarcat, ça revient au père. Voilà. Donc, il ne s'agit pas d'une domination par les femmes. Tout comme le patriarcat n'a jamais signifié domination par les hommes. Donc cette falsification du mot patriarcat aussi sert l'idéologie actuelle féministe qui veut victimiser les femmes et entretenir un conflit entre les hommes et les femmes. Alors qu'en vérité, le conflit n'est pas entre les hommes et les femmes, il est plus entre les pères et les mères. Voilà. Oui, d'ailleurs, patriarcat, c'est de pater, père, en latin, c'est ça. Oui. Voilà, tout à fait. Donc, et donc toi, donc, dans tes études, on doit dire anthropologiques, tu pars d'un constat qui est que toutes les civilisations préétatiques, les civilisations dites primitives, j'aime pas beaucoup le terme, mais bon, en tout cas primitif si c'est préétatique. Engels dit gentiliste, les sociétés gentilistes. Gentilistes, d'accord. Voilà. Donc les sociétés gentilistes seraient donc des sociétés toutes basées sur le matriarcat. Et ça, tu retrouves ça, c'est une constante en Europe, en Afrique, en Amérique, etc. Alors ça a été largement exploré. Donc en fait, je ne fais que déterrer une littérature qui était très en vogue au 19e siècle jusqu'aux années 80 et qui a été enterrée par la nouvelle anthropologie de Claude Lévi-Strauss qui a dit que non, le matriarcat n'a jamais existé,
le mariage, la paternité, le patriarcat a toujours existé et que la femme a toujours été l'esclave de l'homme. Et voilà. Donc, Alors Lévi-Strauss, anthropologue de référence, qui fait foi, on va dire. c'est le gourou de l'anthropologie. Voilà, c'est le gourou de l'anthropologie. Je dirais que même c'est même le fondateur réel du féminisme LGBT actuel. C'est-à-dire que, comment dire, Alors explique. voilà, j'ai un peu dans toutes les directions là. Ouais. Comment dire, donc pour revenir, pour expliquer ce que c'est que le matriarcat. Le matriarcat, c'est une société en réalité où il n'y a pas de père reconnu et où la propriété et l'autorité parentale est maternelle. C'est-à-dire que comment dire, il n'y a pas de vie conjugale, il n'y a pas de mariage et l'enfant est élevé par l'oncle maternel, par le frère de la mère. C'est-à-dire que les femmes, alors ça c'est très très important, il y a une liberté sexuelle des femmes. Les femmes, on est débarrassé, il n'y a plus de père. Il n'y a pas de père. Il n'y a pas de père. Il n'y a pas de vie conjugale, il n'y a pas de père. Il n'y a pas de père. Voilà. Et donc le rôle, alors évidemment, le rôle du père, toi tu dis il est remplacé souvent par le frère de la mère, l'oncle en Voilà, fait. c'est l'oncle maternel. C'est-à-dire qu'on nous fait croire que la famille naturelle, c'est papa-maman. Historiquement, c'est faux. Et le droit français, et même le code civil romain l'atteste, c'est que seule la maternité est naturelle et la paternité relève du code civil. En droit français, la filiation naturelle, c'est la filiation maternelle. L'enfant naturel, c'est l'enfant conçu hors mariage. Or, le mariage sert à quoi? Sert à légitimer la paternité de l'enfant. Un enfant conçu hors mariage, il n'a pas de père légitime, c'est un bâtard. Donc la famille naturelle est sans père ni mari. Voilà. Et les chroniques romaines et grecques, et même les chroniques chinoises, attestent bien d'une ère sans père, d'une ère fondée sur le droit maternel. D'ailleurs, on pourrait revenir, alors justement, le patriarcat, les Romains, parce que les Romains, donc, comment dire, ils ont un peu imposé le patriarcat au peuple dominé, par exemple les Celtes qui étaient... Alors c'est quoi exactement? Alors justement, juste une chose, je pars un petit peu dans tous les sens. Pourquoi j'ai parlé du féminisme LGBT et de l'anthropologie? C'est que le féminisme LGBT et l'anthropologie actuelle est violemment anti-matriarcat. C'est-à-dire que depuis Claude Lévi-Strauss et d'autres anthropologues, notamment des anthropologues catholiques aussi, la thèse du matriarcat a été enterrée et pour la bonne raison que dans le matriarcat on vénère la maternité. La source de la vie c'est la mère et non pas le père. Dans le patriarcat c'est l'inverse, la source de la vie c'est le père et non pas la mère. Et donc il y a un culte à la maternité et un culte à la déesse mère. C'est-à-dire qu'à l'origine, Dieu était une femme, Dieu était une mère, quoi. Donc aujourd'hui, ce n'est pas admis par l'anthropologie officielle, mais moi, en visitant l'été dernier des ethnies, notamment dans le sud de la Chine, oui. Oui, les Mosons, on nous en parle, Voilà, on en parlera après, tu voilà. raconteras justement Voilà. cette rencontre. Donc voilà. Et juste avant de reparler sur les Romains, pourquoi je dis que Claude Lévi-Strauss est à l'origine du féminisme LGBT actuel, c'est qu'il a dit à Simone de Beauvoir, à une époque où la littérature matriarcale était florissante, il dit mais le matriarcat ça n'a jamais existé. Ces terres où les femmes étaient libres, ça n'a jamais existé. Le mariage, la paternité, etc., la domination des femmes par les hommes, ça a toujours existé. Et depuis, Simone de Beauvoir a repris cette thèse de Claude Lévi-Strauss et Claude Lévi-Strauss a expliqué à Simone de Beauvoir que l'origine de l'esclavage des femmes, c'est leur maternité. Ce n'est pas la paternité, la paternité, c'est la maternité. Et depuis, ça a été repris par toutes les féministes, tous les mouvements féministes actuels, et c'est validé par le Collège de France actuel, qui est dirigé par une certaine Françoise Héritier, donc directrice de la chaire d'anthropologie du Collège de France, qui valide totalement la théorie LGBT, la théorie du genre, l'abolition de la maternité, etc., en expliquant que l'origine de l'esclavage des femmes, c'est la maternité, que la femme, depuis la plus lointaine préhistoire, a toujours été soumise, ce qui est totalement faux. Donc le premier ennemi du matriarcat actuellement, c'est le féminisme, ce faux féminisme, et l'anthropologie lévi-straussienne. Voilà. Et pour en revenir aux Romains, les Celtes n'étaient pas vraiment matriarcaux, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de restes. C'est-à-dire que les Celtes, c'est une aristocratie d'origine, on appelle une aristocratie aryenne, c'est-à-dire que ce sont des envahisseurs venus d'Asie centrale qui ont conquis ce qu'on appelle des peuples des mégalithes. Et donc cette aristocratie avait des mœurs patriarcales, c'est-à-dire vie conjugale, mariage, paternité, etc. Et ont colonisé donc un peuple des mégalithes qui, eux, avaient des mœurs matriarcales. Donc il y a en réalité deux panthéons. Et ça, on le voit encore de manière plus explicite chez les Nordiques,
chez qui il y a vraiment deux panthéons, c'est-à-dire le panthéon de l'aristocratie, c'est-à-dire les Aesirs, donc Thor, Odin, etc., et les divinités des peuples autochtones qu'on appelle les Vanir. Voilà. Et on retrouve ça aussi chez les Grecs, donc il y a les Olympiens et les Titans. Voilà. Donc la société celte était accordait beaucoup plus de droits aux femmes que la société romaine, mais elle était quand même patriarcale, quoi. Donc il y avait beaucoup de reste. Voilà. Il y avait beaucoup de reste. Ouais. Voilà. Et donc chez les Romains, donc tu me parlais qu'il y avait donc les patriciens qui étaient ceux qui avaient l'affiliation, alors que le reste du peuple, lui, était sous un autre régime. Ça, c'est intéressant. Alors, voilà. On explique ainsi l'étymologie du mot matricien. Pourquoi matricien? Parce que justement dans la Rome antique, l'élite de Rome s'appelait les patriciens, comme tu le cites, et seuls les patriciens avaient le droit de se marier et d'avoir une filiation paternelle. Or la plèbe n'avait pas le droit de se marier, n'avait pas de filiation paternelle, donc n'avait pas de père reconnu, quoi. Donc la plèbe est matricienne. Et comme je te l'avais dit, les Romains parlent de nombre de peuples barbares qui ne connaissent pas leur père. Donc ces peuples-là vivent sur ce qu'ils appelaient des matries. Donc pas la patrie, mais des matries. Donc d'où le mot mère-patrie. En réalité, à l'origine, c'est pas mère-patrie, c'est mère-matrie. À l'origine, c'est pas patriote, c'est matriote. Exactement, bien sûr. Là, c'est dit noir sur blanc dans les chroniques grecques et romaines. Voilà. Donc les matriciens, c'est la plèbe. C'est la plèbe qui ne se marie pas et qui n'a pas de filiation paternelle. Voilà. Et c'était le cas, par exemple, des Étrusques. Les Étrusques qui sont sont les réels fondateurs de Rome. Avant de se faire latiniser, avant d'acquérir la culture romaine, avec une culture matriarcale. On le retrouve dans les tombes, on le retrouve dans les écrits. Les Romains critiquaient chez les Étrusques cette liberté sexuelle qui ne permettait pas aux enfants de connaître leur père. Et on voit dans les tombes des tombes égalitaires entre hommes et femmes, voire des tombes où le statut de la femme est plus élevé que celui de l'homme. On retrouve des tombes où l'homme a une petite pierre tombale et puis la femme a une grande pierre tombale avec des bijoux et des armes. Voilà. Donc ça on n'est pas du tout habitué à ça. Donc ça veut dire que finalement toutes ces sociétés-là, on retrouve ce dénominateur-là dans aussi les sociétés africaines, les sociétés indiennes, chez les Indiens d'Amérique aussi, beaucoup. Ça c'était étudié notamment par le fondateur de l'anthropologie qui s'appelle Lewis Morgan, qui a étudié la confédération iroquoise, qui est la confédération amérindienne la plus puissante qui existait en Amérique du Nord. Alors bon, chez les Amérindiens, on n'a pas retrouvé de société 100% matriarcale où il n'y a pas du tout de vie conjugale. Le matriarcat vraiment intégral, on va dire, pur, on vit chacun dans son clan maternel. C'est-à-dire que la famille, elle est composée uniquement du lignage maternel. C'est-à-dire que, par exemple, je vais vivre avec mes sœurs, mes cousines de lien maternel, ma mère, ma grand-mère maternelle, mon oncle maternel, mes cousins maternels, uniquement la lignée maternelle. Et il n'y a pas de vie conjugale. Chez les Amérindiens, il y avait quand même une certaine vie conjugale, mais, par exemple chez les Iroquois, dans le cas des Iroquois, l'autorité parentale, la propriété, etc., tout appartenait aux mères. Donc, on peut réellement parler d'une société matriarcale aussi chez les Iroquois, dans le sens où non seulement les mères sont propriétaires des enfants, des maisons, des terres, etc., mais comme nous l'apprend le marxisme, le vrai pouvoir, c'est la propriété. Le vrai pouvoir, c'est pas d'avoir un petit suffrage universel tous les 5 ans pour voter pour Hollande ou Sarkozy. Le vrai pouvoir, ce sont les propriétaires. En l'occurrence, aujourd'hui, la propriété, c'est le capital. Voilà. Donc aujourd'hui, les vrais maîtres, ceux qui ont le réel pouvoir de peser sur la société, ce sont les détenteurs du capital. Oui. Dans le matriarcat, les détenteurs du capital, les propriétaires, la caste des propriétaires, c'est les mères. Donc chez les Iroquois, par exemple, ou on le voit aussi chez le Touareg, on le voit dans nombre de sociétés, les chefs sont des hommes, effectivement des hommes, mais élus et révoqués par les mères. Donc chez les Iroquois, par exemple, il y a un conseil des mères qui élit et révoque les chefs qui sont des hommes. Et on retrouve à peu près dans la plupart des sociétés amérindiennes. Par exemple, on voit, je sais pas moi, Geronimo, on le voit avec son couteau entre les dents et son fusil, chef de la dernière résistance amérindienne, mais il n'a jamais rien possédé. Il n'a jamais possédé ni maison, il n'a jamais eu d'enfant à lui, puisque chez les Apaches, chez Apaches et Navajo, la propriété et l'autorité parentale est strictement maternelle. Et donc, s'il a été chef de guerre, c'est bien parce qu'il a été validé par des conseils de mère.
Voilà. D'accord. Et donc toutes ces sociétés, donc parce que le père qui disparaît, mais il y a bien des pères qui voudraient, je sais pas, élever leur enfant, non? Comment ça se passe dans ces sociétés-là? Alors, non, il y a, comment dire, il y a. Alors aujourd'hui, moi qui a visité les Mosaux donc dans le Yunnan, donc c'est la dernière société 100% matriarcale intacte. Donc c'est à la frontière du Tibet, ça faisait partie autrefois du Tibet historique. C'est une ethnie plutôt de culture tibétaine. Bon, c'est un très bel endroit qui devient de plus en plus touristique. Et les Mosaux subissent depuis des décennies, depuis l'Empire chinois, depuis les Tibétains et maintenant depuis le maoïsme, une forte pression pour se convertir au mariage et à la paternité. Donc, qu'est-ce qui se passe par un phénomène de mode, par une propagande médiatique, par une propagande à l'école notamment, de plus en plus de Mosaux se marient, veulent se marier et élever leurs propres enfants plutôt que les enfants de leurs sœurs. Voilà. Donc, après, bon, est-ce que dans ces sociétés-là, des hommes veulent élever leur propre progéniture? Chez les Mosaux, oui, sur la propagande médiatique, oui, sur la propagande de l'État, oui, de l'État, et aussi pour les papiers. Pour la bonne raison qu'en Chine, un enfant conçu hors mariage n'existe pas aux yeux de l'État, il n'a pas de papier. Voilà, c'est un bâtard, ça ne manque à rien. Donc beaucoup de Mosaux aujourd'hui se marient pour que leurs enfants puissent aller à l'école et puis avoir un avenir, faire des études. Voilà. Donc la question, c'est pas tant de savoir est-ce qu'il y a des hommes qui veulent élever leurs enfants, leurs propres enfants, c'est savoir qu'est-ce qui est faisable. Il y a le vouloir et il y a le pouvoir. Le problème, c'est que, pour comprendre le topo sur le matriarcat, il faut faire une étude sérieuse du droit familial. Quand on parle du féminisme, ou que quand on parle de l'évolution de la famille, que ce soit du côté, que ce soit à droite ou à gauche, soit chez les féministes ou, je sais pas, moi, dans la dissidence, il est impératif de faire une étude sérieuse du droit familial. Et voilà. Et ce que me dit l'histoire du droit familial français, c'est que aujourd'hui, on a ce qu'on appelle la double autorité parentale. C'est-à-dire que depuis 1970, l'enfant revient aussi bien au père qu'à la mère. Alors que dans toutes les sociétés patriarcales, avant 70 notamment, l'enfant revenait uniquement au père. Donc ça c'est bien marqué dans le code de Napoléon, c'est valable aussi en islam, c'est valable dans l'hindouisme, dans les lois de Manu, c'est valable en Chine, etc. Dans toutes ces sociétés patriarcales, l'enfant appartient au père et non à la mère. D'ailleurs, Napoléon dit l'enfant appartient au père et non à la mère, comme les pommes du pommier reviennent au propriétaire du pommier et non au pommier. Et dans les lois de Manu, donc Manu qui est l'un des grands législateurs de la civilisation hindoue, de la civilisation védique plus exactement, il dit le veau appartient au propriétaire de la vache et non pas à la vache. Donc l'enfant appartient au père et non pas au père. D'accord, la femme c'est une vache quasiment. Voilà, exactement. Donc aujourd'hui on veut une double autorité parentale, c'est-à-dire que l'enfant est au père et à la mère, mais ça c'est pas possible. Donc moi j'ai fait un tour du monde anthropologique, de toutes les sociétés qui existent sur Terre, l'enfant appartient, enfin entre guillemets appartient, soit uniquement au père, soit uniquement à la mère. Et les sociétés où l'enfant appartient au père, c'est ça le patriarcat. Les sociétés où l'enfant appartient à la mère, c'est ça le matriarcat. Et là aujourd'hui on veut une utopie de l'enfant partagé, c'est pas possible. Voilà, donc il va falloir trancher, et qu'est-ce qu'on fait? On revient, est-ce qu'on abolit le droit du père, donc on abolit le patriarcat, et donc ce qui permettrait, comment dire, en fait ce que j'explique sur mon site, c'est que l'émancipation des femmes, donc la libération des femmes, donc tous les droits qu'elles ont acquis depuis un siècle, ou même depuis ces 50 dernières années, c'est totalement incompatible avec le droit du père et avec le mariage. En fait, ce que je démontre, c'est que toutes les lois répressives qu'il y a eu contre les femmes aux quatre coins de l'humanité, que ce soit chez les Papous, que ce soit en Chine, etc., c'est uniquement dans le but de préserver le mariage et de garantir la reconnaissance de paternité, donc que l'enfant sera reconnu par le père, et que le père aura les droits sur l'enfant. J'ai vu une vidéo le fois sur un savant musulman. Ouais. L'enfant conçu dans le mariage appartient au père, et l'enfant conçu en mariage, l'enfant de la zina, le bâtard, il appartient à la mère. Voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on préserve le droit du père, et dans ce cas-là, on revient sur le droit de la mère, c'est-à-dire qu'on abolit le droit des femmes. Donc on remet les femmes sous tutelle, on interdit le sexe hors mariage, on interdit le concubinage. Alors sous tutelle, ça aussi c'est un terme qu'il faut préciser, qu'est-ce que c'est?
Souvent on parle d'émancipation, oui, l'émancipation des femmes. La plupart des gens qui parlent d'émancipation des femmes ne savent pas ce que c'est. Que ce soit les féministes ou les antiféministes, ils ne savent pas. L'émancipation, c'est un terme juridique très précis. Ouais. Voilà. L'émancipation, c'est le contraire de la tutelle. Une femme sous tutelle, autrefois quand les femmes étaient sous tutelle, ne pouvaient même pas signer un papier. C'est-à-dire que elles étaient oui, juste dans les années 60, elle ne voilà. pouvait pas avoir de compte en banque, Voilà. elle ne pouvait pas travailler sans l'autorisation Voilà. du mari, etc. Voilà, elle est sous tutelle du père, puis après elle passe sous tutelle du mari. Voilà. Une femme émancipée, c'est uniquement une femme qui devient majeure et qui peut signer des papiers elle-même et qui peut gérer ses biens elle-même. C'est tout. Et ce qui embête beaucoup les féministes, c'est que qui a émancipé les femmes, enfin qui a apporté la dernière pierre d'achoppement à l'émancipation des femmes, c'est pas mai 68, c'est le maréchal Pétain. Voilà, tu vas encore nous faire des avis. Alors explique-nous tout ça. La fête des mères. C'est-à-dire qu'en fait, bon, pour X raisons, beaucoup d'épouses se retrouvaient seules à gérer les fermes, à gérer la famille, parce que leur mari était mort au combat, ou parce qu'il était sur le front, ou pour X raisons. Et donc, pour continuer à faire fonctionner la société, il a fallu autoriser les mères à gérer la société sans les pères. Donc, Pétain les a émancipés. Alors, avant lui, il y a eu déjà une démarche d'émancipation, mais c'est lui qui a mis la dernière pierre d'achoppement. Donc c'est pas mai 68, c'est vraiment le maréchal Pétain, quoi. Voilà. Donc, je ne sais plus pourquoi j'abordais cette question-là. L'émancipation des femmes au sein de cette société matriarcale, donc pas de père, voilà. C'est ça. Ouais. Ça a pour vertu qu'il n'y ait plus de violence sexuelle. C'est ce que... Alors, ouais. Ça, j'aimerais bien qu'on en parle. Alors ça, oui, parce que c'est très polémique, justement. Bon, moi aussi, je suis les vidéos d'Alain Soral et je vais corriger quelques erreurs, si ce sont des bêtises qu'il a dites. Il a dit avec Marion Sigaud, oui, la libération sexuelle aurait dû faire diminuer les violences sexuelles. Or, statistiquement, ce n'est pas le cas. Alors moi, je dirais, mais qui commet les violences sexuelles aujourd'hui? Alors bon, moi déjà je regarde les statistiques mondiales où se trouvent le plus de violences sexuelles dans le monde. On retrouve en tête la Papouasie, puis ensuite l'Inde et le Pakistan, et puis ensuite beaucoup de pays musulmans. Alors, je ne jette pas la pierre à l'islam en particulier, mais j'explique ce que j'explique beaucoup sur mon site, c'est que l'islam, c'est l'une des dernières religions les plus patriarcales. Enfin, c'est la dernière religion patriarcale vivace. C'est-à-dire que toutes les autres religions patriarcales sont en train de décliner. Le catholicisme, c'est mort. Aujourd'hui, on a le droit de coucher hors mariage, on a le droit de procréer hors mariage, on a le droit de divorcer, etc. En Inde, le droit des femmes s'améliore, etc. Dans toutes les sociétés où le droit des femmes s'est amélioré, où les femmes ont été émancipées, systématiquement, on assiste à une extinction immédiate du mariage et de son but, la paternité. Parce que le mariage, le seul but du mariage, je le rappelle, ça sert uniquement à légitimer la paternité de l'enfant, c'est-à-dire que l'enfant est un père légal, quoi. Voilà. Et les seuls qui résistent à cette fin du père et cette fin du mariage, enfin les seuls qui résistent le plus, c'est l'islam, hein. La charia, c'est ça, hein. Les 3/4 de la charia, le voile, la lapidation, le fouet, etc. Même dans certains, alors je dis pas que c'est dans l'islam, hein. Attention, je dis pas que c'est dans l'islam, mais l'excision aussi, toutes ces mesures-là ont pour seul et unique but de préserver la reconnaissance de paternité dans le mariage. Et ça, les féministes ne veulent pas le dire. La virginité aussi, ça en fait partie. Ça en fait partie. Pourquoi? Parce qu'on va savoir, c'est le scellé de garantie. Ça va plaire à beaucoup de gens, le scellé de garantie. C'est le scellé de garantie que l'enfant est bien du père. C'est pour ça que, en islam, quand une femme se remarie, il faut qu'il y ait 3 mois de latence entre son divorce et son remariage, pour être sûr qu'elle n'est pas enceinte de son ancien mari. Voilà. Donc, et c'est pour ça d'ailleurs qu'en islam, ce sont normalement uniquement les femmes qui peuvent procréer qui doivent être voilées. Par exemple, une femme ménopausée n'a pas à être voilée normalement. Et les filles, normalement, on voit les filles à partir de leurs premières règles. Donc des premières règles aux dernières règles, on voit les filles. Puis on ne voile pas non plus, alors dans les anciennes juridictions, on ne voilait pas non plus les esclaves et les prostituées, parce qu'on s'en fout qui est le père d'une esclave ou d'une prostituée. C'est pour ça qu'on voit Sherazade là dans les 1001 nuits. Pourquoi elle n'est pas voilée? Parce que ce n'est qu'une esclave, c'est une esclave prostituée. Voilà. Donc voilà. Ouais, mais c'est bien. Donc tu nous expliques, voilà, qu'il n'y aurait plus de violence faite aux femmes. Il y aurait liberté de la femme, liberté sexuelle. Il n'y a plus de père. Ouais.
Alors justement, pour revenir, oui, parce que j'ai tendance à partir dans tous les sens. Je sais que ça va choquer beaucoup de gens parmi vous, mais les statistiques nationales montrent que l'endroit où il y a le plus de violences sexuelles, c'est en Seine-Saint-Denis. Voilà. Là, tu parles de la statistique française, ouais. Voilà. Les pays qui pratiquent le plus de violences sexuelles, où il y a plus d'inceste, de viols, etc., ce ne sont pas les sociétés de liberté sexuelle. Au contraire, dans le monde entier, on peut le voir les statistiques, hein. On le voit en Inde, les viols qu'il y a, au Pakistan, etc. Et même pour la pédophilie, on pourra parler de la pédophilie. Ce sont les sociétés les plus puritaines qui pratiquent qui ont le plus gros casier judiciaire au niveau de la criminalité sexuelle. On le voit en Afghanistan, ou même le Pakistan, il y a des traditions de pédophilie. Oui, avec les enfants. Les Bachabazi, les Bachabazi, voilà. On en avait parlé ici. Oui. Donc voilà, donc effectivement, une société matriarcale n'est pas parfaite, hein. Effectivement, il n'y a rien de garanti qu'il n'y aura pas de viol, mais dans une société où la paternité est secondaire et où les femmes sont accessibles en mariage, effectivement, il y aura moins de viols. Et même, j'ai prouvé la chose dans la société catholique aussi, c'est que dans les siècles passés où l'Église et l'État ne faisaient qu'un, il y avait beaucoup de viols dans les rues. Donc les pauvres paysannes qui se baladaient toutes seules la nuit se faisaient violer en tournante, hein. Ça date pas d'hier, les tournantes, hein. On remonte au XVe siècle, il y avait déjà des tournantes, hein. Donc voilà, elle se fait violer. Pourquoi ? Parce que les femmes sont inaccessibles hors mariage. Pour un homme du XVe siècle, le seul moyen d'avoir du sexe, c'est soit de se marier, et pour se marier, il faut de l'argent, il faut une dot. Voilà, on le voit aujourd'hui encore au Maghreb, par exemple, pour se marier, il faut d'abord travailler et accumuler une dot pour pouvoir acheter son épouse. Donc, donc pour avoir du sexe, il faut se marier et il faut aller dans les bordels. Alors, l'Église a une double attitude par rapport à la prostitution. C'est que d'abord, elle l'a condamnée, parce que c'est de la fornication, c'est du sexe hors mariage. Puis finalement, elle a légalisé, puis entretenu la prostitution et même géré les bordels pendant des siècles et des siècles. La plupart des bordels en France étaient gérés par l'Église, hein. Et tout est hyper documenté, on ne peut pas dire que c'est pas vrai, hein. Il y avait des milliers de bordels à Paris à la Renaissance, il y avait, selon les écrits, 5000 bordels. Voilà, il faut savoir que jusqu'aux années 50, il y avait plus de 500 bordels à Paris, des bordels clandestins notamment. Et il y avait à peu près 13% des femmes qui étaient prostituées à Paris. Donc il y avait à peu près 70 000 prostituées à Paris. Ça fait beaucoup. Aujourd'hui, il y en a à peu près, il n'y en a même pas 2000. Voilà. Voilà. Donc ce n'est pas vrai que la libération sexuelle amène à une explosion de la prostitution, c'est pas vrai. J'ai des statistiques qui montrent qu'au contraire, la prostitution est en train de disparaître du fait de l'émancipation des femmes et de la libération sexuelle. Donc l'Église a finalement entretenu ces bordels. D'ailleurs, on dit que la chapelle Sixtine a été financée au XVe siècle par les taxes prélevées par les États pontificaux sur ces bordels. Donc l'Église a toléré les bordels. Pourquoi ? Parce que c'était un moyen de canaliser les violences sexuelles, donc les viols, et un moyen d'éviter aussi que les hommes aient des relations sexuelles avec des femmes à marier ou des femmes déjà mariées. C'est-à-dire pour éviter la fornication et l'adultère et même l'homosexualité. Donc voilà. Et ça, c'est exactement le motif qu'on voyait dans la Grèce de Périclès, hein. L'Athènes de Périclès. L'État athénien a entretenu des bordels à bas prix justement pour préserver la morale du mariage. Voilà. Donc dans le temps, dans la bonne société catholique, c'est dur à dire, mais oui, on se mariait et on allait aux putes. Donc c'est quoi, c'est une hypocrisie alors un peu, c'est ça ? Oui, c'est une hypocrisie, c'est ce qu'on appelle... comment dire, certains disent le mariage et la prostitution sont l'envers et l'avers de la même médaille. D'ailleurs, Alexandra Kollontai, qui était une féministe intelligente russe, qui était la première ministre au monde et qui était dans le gouvernement de Staline, l'a dit, la prostitution est le corollaire du mariage. Le mariage, je vais choquer beaucoup, mais le mariage, c'est une prostitution en CDI, alors que la prostitution, c'est un mariage en CDD, un mariage en intérim, voilà. Alors, je vais prendre un peu, attends, je regarde un petit peu les réactions, parce qu'il y a pas mal de réactions. Qu'est-ce qu'on me dit ? Il y avait quelqu'un qui a mis, je crois, la liste des pays, des statistiques. Oui, j'ai vu. Ouais, j'avais vu. Moi, j'ai pas les mêmes chiffres, hein. Ouais, voilà, il y avait, il me semble que c'était les États-Unis en premier, mais il y a quelqu'un qui dit que toi, tu parles en pourcentage et pas en chiffres. Alors, moi, je parle en pourcentage, effectivement. Ouais. Voilà. Alors,
comment on dit? Il y a pas mal de réactions. Alors on me dit, et le judaïsme, est-ce que c'est matriarcal? Alors ça, c'est un mythe à casser. Alors ça, il suffit de lire l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, tout écart au mariage est violemment puni de mort, de lapidation. C'est marqué noir sur blanc. Et on parle bien des patriarches bibliques et la filiation par le père, elle est explicite depuis Abraham. D'ailleurs, il y a, le logiciel matricien permet notamment de décoder notamment la symbolique de la circoncision. On y reviendra après. Donc depuis Abraham, peu de temps après qu'Abraham ait failli égorger son fils parce que Dieu lui avait demandé, Dieu lui dit, mais maintenant, je vois que tu es fidèle, tu es capable d'égorger ton fils pour moi, désormais tu vas circoncire toute ta descendance, donc patrilinéaire, de père en fils, et ça sera ta postérité à qui je promets les nations, etc. Bref, en tout cas, depuis que Dieu a ordonné la circoncision de ses fils à Abraham, là on ne peut pas contester que c'est patrilinéaire, quoi. Donc l'histoire de la matrilinéarité chez les juifs, c'est assez contesté, c'est assez polémique. J'ai lu des articles comme quoi ça serait récent, ça serait lors des pogroms notamment à partir du XVIIIe siècle. Lors des pogroms, il y avait pas mal de viols et que pour conserver les enfants issus des viols dans la communauté judaïque, eh bien, on a dit que la filiation se faisait par la mère. Mais texto dans l'Ancien Testament, c'est par le père. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit oui, l'excision n'est pas islamique, mais ça, tu l'as déjà précisé, précisé tout à l'heure. Effectivement, l'excision n'est pas islamique, mais l'islam, en tant que patriarcat, est un vecteur de l'excision. Peut-être un vecteur. Pourquoi? Parce que ça défend les mêmes valeurs, c'est-à-dire virginité, chasteté, fidélité, etc. Donc voilà, donc, effectivement, l'excision n'est pas une invention islamique, mais l'islam a permis de l'exporter. Par exemple, on retrouve l'excision au Soudan, on le retrouve où encore? On le retrouve au Mali, qui sont plutôt noirs, au Soudan, qui sont arabo-noirs. On retrouve jusqu'en Indonésie. Alors je voudrais savoir comment l'excision est passée du Soudan à l'Indonésie, si ce n'est pas par l'islam. Voilà. Alors, encore une fois, ce n'est pas eux qui l'ont inventé. On va dire que c'est le patriarcat, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Quel changement concret souhaiterait-il apporter à la société occidentale actuelle? Alors, déjà, il y a un changement actuel, c'est que aujourd'hui, on se focalise sur la révolution familiale, ce qui va bouleverser la famille, c'est le mariage gay. Non, le problème, c'est pas le mariage gay ne va pas changer la face du monde. Ce qui est en train de changer, c'est que le mariage tout court, le mariage qui soit gay ou hétéro, est en train de s'éteindre. On se marie 4 fois moins qu'en 1946. Moi, j'ai les chiffres de l'INSEE. Depuis 1946, on se marie 4 fois moins. Donc il y a 60% de divorces en moyenne nationale, il y a 75% sur Paris. Ça veut dire plus d'un mariage sur deux qui finit en divorce, c'est ça? Ça, c'est les chiffres des cabinets d'avocats, parce que les chiffres et les statistiques nationales sont différentes. Mais les avocats en droit familial le disent, il y a plus de 75, voire certains m'ont dit, en cachette, m'ont dit des fois ça frôle les 90%. Voilà. Donc le mariage, c'est fini. C'est fini, pourquoi? Parce que déjà c'est légal. Le divorce est légal. La femme est émancipée, elle peut travailler, elle a des droits sur ses enfants, elle a son mot à dire, elle peut gérer ses biens. D'où l'explosion du mariage. Et c'est pour ça d'ailleurs, en Iran justement, au moins ils sont honnêtes en Iran, c'est qu'ils ont amélioré les droits, le droit des femmes ces dernières décennies. Donc du coup, elles peuvent faire des études, elles peuvent refuser des mariages, etc. Ce qui a provoqué un déclin du mariage radical. Donc en ce moment en Iran le mariage est en train de disparaître et il y a une fuite démographique et il y a une épidémie de célibat et on retrouve aussi en Algérie actuellement du fait de l'émancipation des femmes. Et donc justement les mollahs ils se disent bon, on va peut-être revenir en arrière parce que là le mariage est en train de disparaître. Voilà. Donc partout où on donne de l'émancipation à la femme, en fait, elle choisit de ne pas se marier, c'est ça que tu veux dire? C'est pas qu'elle ne choisit pas de se marier, c'est qu'elle a le choix de divorcer, elle a le choix de divorcer, elle a la possibilité de divorcer. Alors on me dira, oui, mais en islam, la femme a le droit de divorcer. Elle a le droit de demander le divorce, nuance. Parce que c'est le mari qui prononce le divorce, comme dans le judaïsme. Si le mari ne prononce pas le divorce, elle ne sera pas divorcée. Oui, parce qu'on me disait tout à l'heure, l'islam était la religion où on reconnaissait le divorce. On me dit qu'il faudrait citer les sources. Oui,
Sur quoi tu t'es appuyé, c'est vrai, pour tous tes travaux? C'est quoi? Alors, C'est tes il y a- recherches, tu les as faites comment? alors, déjà, mes sources principales, c'est Engels, qui était l'un des bras droits de Karl Marx. Bien sûr. Lafargue aussi, qui a créé un livre, L'origine de la famille, deux points, le matriarcat. Alors quand je vois d'Emmanuel Todd qui sort le même livre, L'origine de la famille, deux points, le couple, c'est vraiment de la falsification, il se fout de la gueule du monde, hein. Un siècle avant lui, Lafargue a prouvé, c'est le matriarcat. Voilà. Donc, et dans le matriarcat, il n'y a pas de couple, enfin du moins il n'y a pas de contrat conjugal. Il peut y avoir un couple, la notion de couple de cœur, mais il n'y a pas la notion de couple où on vit ensemble avec une clause de fidélité, etc. etc. Voilà. Donc Engels, Lafargue, qu'est-ce qu'il y a encore, des anthropologues comme Lewis Morgan, comme Evelyn Reed, qu'est-ce qu'il y a encore, c'est déjà pas mal, enfin je pourrais en citer plein d'autres, hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore? Parce qu'il y a énormément de Ah oui, réactions. Ouais. peut-être, voilà, quel changement a apporté la société? Donc comme je disais, la société elle est en train de changer. Le mariage disparaît, la paternité disparaît. La plupart des enfants aujourd'hui, ils ont un père qu'un week-end sur deux. Pour moi, c'est pas ça être père. Un père, c'est un homme qui doit être présent près de ses enfants tous les jours. Pas seulement un week-end sur deux pour jouer au Monopoly. Donc la plupart des enfants aujourd'hui n'ont pas de père. Donc il va falloir faire un choix. On revient, comme je disais, on revient sur le droit des femmes, on revient 50 ans en arrière, donc on les remet sous tutelle, on interdit le sexe en mariage, on interdit le concubinage, les bâtards, les enfants conçus en mariage, on les jette, enfin on les bannit de la société. Et dans ce cas-là, on préserve la famille papa-maman, qui n'est pas naturelle au final, ou on maintient le droit des femmes et la liberté sexuelle hors mariage, mais dans ce cas-là, il va falloir proposer une autre structure familiale alternative au mariage et à la paternité. Parce que les pères, donc, qui n'existent pas dans cette société, mais ça veut dire, est-ce que, c'est quoi, quel est le statut des hommes réels? C'est-à-dire, ils n'ont pas de statut, ils vivent comme des individus tout seuls, c'est quoi le... C'est-à-dire que là-bas, au lieu d'être père, ils sont oncles. Voilà, c'est-à-dire que le clan maternel est géré par la mère et l'oncle. Voilà, enfin la mère et son frère, quoi. Et la mère et son frère et la grand-mère. Donc moi, là où j'étais, par exemple, chez les Mozo dans le Yunnan, dans le Tibet historique, oui, qu'est-ce que je veux dire, en fait, le rôle du père le rôle de l'oncle est le même que celui du père, sauf qu'il n'est pas père, il est oncle, c'est tout. Et ça, on retrouve partout, c'est universel, il y a beaucoup de traces en Afrique notamment. Alors on va me dire, ah mais c'est pas des traditions européennes. Les derniers qui ont vécu comme ça, et ça j'en suis persuadé, j'ai pas les preuves absolues, mais j'ai un gros faisceau d'indices là-dessus, ce sont les Basques jusqu'au XVIIe siècle. Au XVIIe siècle, il y a eu des gros procès de sorcellerie aux Pays-Bas, dans le Labour plus exactement, et notamment sur certains villages, notamment sur le célèbre village de Zugarramurdi. Il y a eu d'ailleurs un film récent, un film espagnol qui s'appelle Les sorcières de Zugarramurdi, où c'est un film humoristique et il parle explicitement du paganisme matriarcal qu'il y a chez les Basques, et voilà, et que la sorcellerie est liée au matriarcat. Et effectivement, dans les rapports de procès de sorcellerie de Zugarramurdi, effectivement, on reprochait la liberté sexuelle, le retour au paganisme, l'affiliation par la mère, et que les femmes deviennent prêtresses. Voilà. Et effectivement, cette chasse aux sorcières qu'il y a eu au Pays Basque se fait sur un très fort front païen. Il y a chez les Basques un panthéon païen très vivace aujourd'hui. Donc ils ont une déesse mère, une grande déesse mère qu'ils appellent Marie, comme la Vierge Marie, qui est incarnée par une montagne, dont l'amant est un dieu serpent, donc alias le serpent de la tentation. Le dieu, c'est un dieu qui s'appelle Shugar. Et plein d'animaux totems, hein. Il y a le fameux bouc noir qui a été repris par le christianisme dans le satanisme, etc. Bref. Et ça, c'est ce panthéon, enfin ces structures matriarcales, enfin ce panthéon matriarcal, moi je l'ai retrouvé chez les Mosos. Chez eux, ils vénèrent aussi une déesse mère qui est incarnée par une montagne.